sommes ensemble pour le 10h midi de Sud Radio avec vous et avec évidemment vos appels 0826 300 300, le Facebook également sur lequel vous pouvez retrouver mes débatteurs Facebook et YouTube. Judith Weintraub, bonjour, grand reporter au Figaro Magazine. Bonjour, ça c'est sympa de vous voir, ça faisait ça faisait longtemps qu'on s'était pas vus les uns les autres. Voilà, on aurait dû mettre ça en place depuis un moment, mais voilà. Régis de Castelnau, bonjour. Devant sa bibliothèque, avocat, vous êtes membre de la rédaction de Causeur également. Bertrand Soublet, bonjour. Bonjour Valérie, très heureux de vous retrouver. Eh ben, nous aussi. Finalement, vous voyez, le confinement, ça a du bon. Vous êtes parti exilé dans le sud-ouest, donc vous ne veniez plus à Paris. Et grâce à la technologie, on vous retrouve, ancien général de gendarmerie, vice-président du mouvement de Rafik Smati, Objectif France. Et puis Xavier Iacovelli, bonjour. Longtemps aussi qu'on ne vous avait pas vu. Sénateur La République En Marche des Hauts-de-Seine. Et vous êtes secrétaire national de Territoire de Progrès, qui est le mouvement de Jean-Yves Le Drian. Bonjour à vous. Avez-vous donc évidemment nous allons parler de l'intervention du Premier ministre hier. Je sais pas pourquoi je veux toujours l'appeler président de la République. Il faudrait que j'en parle, docteur Freud. Un déconfinement très prudent, un desserrement plutôt qu'un déconfinement. Certains ont dit le 2 juin is the new 11 mai. Alors est-ce qu'il faut croire à un confinement le 11 mai, qu'en avez-vous pensé? Et 0826 300 300 pour vos réactions. Petit tour de table ou de vidéo sur ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. Commençons peut-être avec un coup de cœur, Xavier. Non, c'est Bertrand Soublet qui a un coup de cœur, donc on va être positif. Oui, moi j'ai un coup de chapeau à tous les Français qui, là où ils sont, se mobilisent chaque jour pour maintenir le lien social, pour aider les plus en difficulté, fabriquer des masques, enfin tout ce que véritablement le gouvernement ne sait pas faire, et qui donne une belle leçon au gouvernement que les Français savent se mobiliser et que finalement, même si le gouvernement est perdu, on peut toujours faire confiance aux Français, et ça c'est mon coup de chapeau. Écoutez, c'est effectivement, on le signale tous les jours, on parle de ces initiatives qui sont assez formidables d'un certain nombre de Français. On va passer, là on va rentrer. Est-ce que moi je peux faire un petit coup de gueule sur une déclaration d'Anne Hidalgo hier qui a dit Paris, Paris ne se laissera pas envahir par les véhicules et la pollution après le 11 mai. J'ai trouvé que cette déclaration au moment de la crise du Covid était vraiment pas terrible, quoi, vraiment minable de dire que voilà, il n'y a pas de voitures dans Paris, donc elles ne reviendront pas comme ça. Pourtant, force est de constater qu'il y a beaucoup de gens qui prendront pas les transports en commun dans les grandes villes et que il risque d'y avoir plus de véhicules. Donc organiser le covoiturage aurait peut-être été une réflexion un peu plus appropriée que de dire cela. Non, je sais pas ce que vous avez pensé, Judith. Vous l'avez vu vous aussi cette phrase de la maire de Paris. C'est un article dans Le Parisien. Je vous ai entendu sourire, Régis de Castelnau. Oui, parce que de la part d'Anne Hidalgo, on peut tout craindre. Il y a deux petites observations. Bien évidemment, elle est en campagne parce qu'elle espère le deuxième tour, ça c'est clair. Donc voilà, c'est une forme de populisme pro-bobo. Mais la deuxième, c'est qu'elle veut rendre les gens fous, quoi. Les Français viennent de prendre une catastrophe. Ils ont été incarcérés pendant presque 2 mois. Ils ont peur pour la situation économique d'après, etc. Et on vient encore les prendre de haut et leur donner des leçons. Mais c'est terrible, quoi. Ces gens ne comprennent rien. Bon, voilà, on va continuer. On a retrouvé Judith qu'on avait perdue. Ça vous a fait réagir aussi, Judith? Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Régis. Bon, très bien. Allez, voilà, Régis, un coup de gueule. Alors c'est un coup de gueule qui est un peu technique, c'est-à-dire que on a beaucoup parlé dans toute la presse des procédures pénales qui ont été lancées pour certaines et le risque pénal qu'encourraient les gens qui ont géré cette pandémie, à mon avis, n'importe comment. Ce que je voulais dire, c'est que l'argument qui consiste à prétendre que c'est d'abord le contrôle parlementaire qui s'applique à la politique et que le juge pénal ne doit pas intervenir, il est simplement faux.
Il est simplement faux parce que les deux contrôles s'articulent. Le contrôle politique, c'est le Parlement, et ce Parlement ne contrôle rien du tout, on le sait bien, qui doit le faire. Le contrôle pénal, c'est le juge pénal qui doit juger les fautes qui ont été commises par des citoyens. Donc, dans un cas, on contrôle le gouvernement dans son ensemble pour sa politique. Dans l'autre cas, on juge des citoyens qui ont commis des fautes. Et dans un cas, c'est le Parlement qui représente le peuple. Dans l'autre cas, ce sont les victimes qui se plaignent. Donc, la légitimité des deux contrôles est totale, ensemble. Voilà, c'était l'accusation de populisme judiciaire que je trouve personnellement scandaleuse. Il y a quand même, moi je trouve une question, c'est plutôt une question que je voudrais adresser à Régis. Parfois, s'agissant de cette crise par exemple, la frontière me paraît très ténue entre l'erreur d'appréciation, qui à mon avis n'est pas pénalement répréhensible, et puis la mauvaise foi ou l'erreur commise sciemment. Comment on fait dans ces cas-là? On prend un exemple. Autrement dit, pour être plus clair, est-ce qu'on peut pénalement condamner des ministres parce qu'ils ont été tout simplement mauvais? On les condamne politiquement. D'abord, vous avez raison. Mais on va prendre un petit exemple. On n'a pas de masques. Il y a un incroyable scandale dans la fourniture des masques, dans la commande des masques, etc. Il y a eu une gestion totalement effarante. La Voix de la France, c'est-à-dire le porte-parole du gouvernement, vient à la télévision venir dire les masques, ça sert à rien et c'est trop compliqué à mettre. Et elle expose les gens qui souhaitent effectivement se protéger. Elle sert un mensonge qui n'est uniquement mensonge avéré, tout le monde le sait, qui est uniquement destiné à essayer de protéger parce que ils n'ont pas fait le boulot concernant les masques. Cet acte-là, ce mensonge-là, a provoqué des dégâts, y compris des dégâts en ce qui concerne des homicides involontaires, des blessures involontaires, etc. Et le juge aura à en juger. Donc après, condamné ou pas, je ne sais pas. Ou quand vous avez M. Nunez qui dit le confinement s'applique partout, et on délivre des PV en pagaille, mais en revanche, dans certains quartiers, il ne s'applique pas. Vous avez même le directeur général de la sécurité publique du Calvados qui a fait une note de service en disant laissez les ruptures du jeûne de Ramadan, etc. Or, ce confinement est destiné à protéger tout le monde. C'est-à-dire qu'on accepte que des gens puissent, et on voit les bilans malheureux de la Seine-Saint-Denis, donc je suis désolé, c'est ça, cet acte-là, il faudra qu'ils en répondent. Mais ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça, il y a toujours eu les deux. Bertrand Soublet, une réaction ? Oh ben écoutez, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire l'interlocuteur précédent, maître. Oui, Régis. En réalité, moi je le dénonce depuis très longtemps. Nous ne pouvons pas admettre certaines choses dans notre pays et certains propos de nos hommes politiques. Effectivement, ce que vient dit notamment Laurent Nunez sur la question des quartiers dans lesquels on ne pourrait pas faire appliquer la loi, c'est juste impossible. C'est juste impossible d'abord en temps normal, parce que moi ça fait longtemps que je milite pour que on s'occupe de ces quartiers qui ont besoin qu'on s'en occupe, parce que vous avez des millions de personnes dans ces quartiers qui entendent vivre harmonieusement et qui sont ennuyés par des sauvageons et des gens qui ne respectent rien. Mais malheureusement, ce n'est pas en période de crise comme celle que nous connaissons aujourd'hui qu'on va pouvoir faire le boulot qu'on n'a pas fait en temps normal. Donc il va falloir aller chercher la responsabilité des hommes politiques qui ne font pas le job. Non seulement ils ne le font pas en temps normal, ils ne le font pas non plus en temps de crise, parce que je pense qu'ils ne sont pas très bien placés pour le faire. Et en effet, ça a des conséquences très importantes sur notre société et sur la vie quotidienne des Français. Oui, il faudra aller chercher les responsabilités pénales, il n'y a aucun doute là-dessus. Bon. Un mot, Xavier Iacovelli, il n'y a pas de raison que vous ne réagissiez pas sur ce sujet. Oui, mais surtout que pour le coup, pas de sens, je suis le seul politique aujourd'hui, donc je suis un peu seul contre tous. Non, mais la réalité, c'est que moi, je veux bien entendre qu'il y a certains quartiers où ça pose des difficultés, où l'État n'intervient pas. Enfin, moi, la réalité, c'est que moi, dans mon département, dans les Hauts-de-Seine, il n'y a pas que Neuilly-sur-Seine et Marne-la-Coquette. Dans les Hauts-de-Seine, il y a aussi des quartiers populaires et des difficultés sociales dans un certain nombre de quartiers. Et je peux vous dire que la police intervient, elle intervient même parfois un peu de façon virulente, et donc en l'occurrence, moi je ne vois pas aujourd'hui de no man's land, en tout cas dans ce que je connais, c'est-à-dire mon département.
Donc je pense qu'on ne peut pas faire non plus un amalgame sur l'ensemble du territoire. Il y a quand même, non, pas sur l'ensemble du territoire, mais il y a des vidéos qui montrent quand même. Oui, mais vous savez, les vidéos, il y a beaucoup de vidéos aussi qui montrent le contraire. Donc mais attendez, il y a attention à ne pas faire une généralité. Dans le Calvados, vous avez un directeur qui dit ne les touchez pas. Peut-être qu'il y a le Calvados où il y a un souci. Et là, il faut mais vous plaisantez. Vous pas une généralité d'un cas particulier. Non, il n'y a pas une généralité, mais il y a des cas dans lesquels la police a beaucoup de mal à intervenir. Il y a une généralité à partir du moment où vous dites que c'est dans tous les quartiers ou dans tous les quartiers populaires où la police n'intervient pas, c'est pas vrai. Non, c'est pas tous les quartiers populaires. Je voudrais apporter une précision parce que il y a la question des quartiers, mais c'est pas la seule. Vous avez le député de Montargis, le docteur Dor, qui est venu poser une question sur des respirateurs, 2000 respirateurs qui étaient dans un établissement public qui a été dissous. Ils ont été transférés en propriété dans un autre, celui qui reprenait la compétence. Ils ont disparu. Où sont-ils? Quand je dis qu'il faudra que le juge pénal soit saisi, il sera saisi naturellement pour des ministres, mais aussi des hauts fonctionnaires. C'est exactement ce qui s'est passé dans l'affaire du sang contaminé. On reprochait à l'État de ne pas avoir pris les décisions suffisamment à temps et d'avoir accepté qu'on commercialise des lots de sang contaminé sans les chauffer, alors que toute la connaissance était acquise et tous les pays le faisaient. On va pas refaire l'histoire du sang contaminé. Oui. Et puis c'est vrai qu'il y aura certainement des comptes à rendre. Ce sera après. Occupons-nous déjà de ce qui se passe en ce moment. On a entendu ce que vous disiez. Xavier Iacovelli, vous, c'est un coup de gueule. Oui, moi, c'est un coup de gueule contre Valérie Pécresse qui, alors on l'a vu dans le Carnet enchaîné ce matin, mais au-delà de ça, moi je l'ai vu aussi sur les gares aussi en Île-de-France, où avec un grand renfort de communication, de kakémono, de roll-up et tout, elle distribuait des boîtes de masques sur comment ça les quais de gare, bien sûr avec uniquement les amis de sa famille politique sur les gares. Voilà, je trouve que c'est vraiment une récupération politique qui est minable et voilà, c'était mon coup de gueule de la journée. Une récupération politique des défaillances du gouvernement, vous voulez dire? Quand même oui, et puis c'est la même qui distribue aujourd'hui des masques, mais qui le 11 mai dira j'ai plus de masques, c'est la faute de l'État. Eh ben on verra. Mais je trouve que sur les masques, en règle générale, vous devriez vous faire tout petit. Ah, mais moi, je n'ai pas besoin de me faire tout petit parce que je ne me sens pas responsable. Et en l'occurrence, je vous invite à regarder les 180 autres pays qui sont dans la même situation que nous. Et je peux vous dire qu'on n'a pas à rougir de la situation dans laquelle la France est. Mais est-ce que si on essaye de faire abstraction de l'aspect politique de la chose, il manque de masques, la région commande des masques, c'est pragmatique, beaucoup de régions l'ont fait. Il n'y a pas de souci. Que la région. Vous auriez voulu qu'elle vous invite en fait à aller distribuer des masques. Oui. Non, mais que la région commande des masques, il n'y a pas de souci. Avec un logo La République en marche, si possible. Arrêtez, Judith. Vous savez très bien d'où je viens. Non, mais qu'est-ce que vous... De très libre des étiquettes politiques, donc je me sens pas du tout lié à ça. Mais je peux vous dire aussi que la réalité, c'est que pendant 2 semaines, elle a envoyé ses élus de la majorité uniquement faire des grandes photos avec les candidats, les républicains dans les communes de droite, soit avec les maires sortants, soit avec les candidats LR, et elle a mis ça sur tous les réseaux sociaux avec une grande photo. Excusez-moi, si c'est pas de la récupération politique, que la région fournisse et participe à l'effort, moi je trouve ça très bien, et tant mieux, c'est aussi nos impôts, donc il n'y a pas de souci, mais qu'on en fasse de la récupération politique, c'est autre chose. Bon, on marque une pause et on aura le coup de gueule de Judith Weintraub qui va faire réagir aussi, je pense. À tout de suite sur Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'intervention du président de la République, le plan de déconfinement, le plan timide Ah, voilà, ça y est, on vous a retrouvé. Judith Weintraub, vous étiez évidemment devant la télévision hier. Vous avez commenté sur Twitter. J'ai noté beaucoup de vos tweets, mais il y a certaines paroles du Premier ministre, décidément, qui vous ont interpellé. Oui, et évidemment, au premier plan, soyez un peu corporatiste, son attaque contre les commentateurs qui savaient à chaque minute, de façon parfaitement claire, ce
qu'il aurait fallu faire et que ne faisait pas le pouvoir. Les quelques commentateurs auraient dû rester dans leur bistrot parce que le bistrot perdait en convivialité. Vous voulez que je cite la phrase exacte? Oui, allez-y. Il a dit donc les commentateurs ayant une vision parfaitement claire de ce qu'il aurait fallu faire selon eux à chaque instant, ça s'adresse à vous, chers amis. La modernité les a souvent fait passer du café du commerce à certains plateaux de télévision. Les courbes d'audience y gagnent, ce que la convivialité des bistrots y perd, mais cela ne grandit pas, je le crains, le débat public. Donc Judith a tweeté, je propose que le gouvernement choisisse les commentateurs autorisés à commenter. Bien sûr, c'est incroyable. Ce serait plus simple, ce serait beaucoup plus simple. Non, venant de la part d'un pouvoir qui a quand même sciemment menti, Régis de Castelnau le rappelait sur les masques, où on n'a toujours pas la vérité d'ailleurs, puisque Édouard Philippe a continué à l'Assemblée hier à dire que ce sont les scientifiques qui avaient changé d'avis et pas du tout le pouvoir. Il a dit la même chose au passage sur les tests. Donc les leçons de bonne foi, merci mais non merci. Je comprends très bien pourquoi il a fait ça. C'est toujours valorisant et c'est toujours gratifiant de s'en prendre aux commentateurs et notamment à la presse, puisque la presse dans ce pays souffre effectivement d'un problème de discrédit qui doit l'interroger à chaque minute. Ça, je suis parfaitement d'accord. On a parfaitement le droit de nous critiquer. Mais se permettre un bon mot qui n'aurait pas déparé dans la bouche de Donald Trump d'ailleurs, Édouard Philippe fait aussi du Trumpisme, c'est très facile, on dirait une diva qui ne supporte pas les critiques, mais chacun son boulot. Hein. Lui, il est comme son président. Et nous, pardon ? Il est comme son président. Hein. Comme son président, mais il a toujours été comme ça, Édouard Philippe. Hein. Mais ça s'adressait peut-être aussi à l'opposition et à certains commentateurs. Ah non, l'opposition a eu son lot à elle. A eu son lot également. De la bouche d'Emmanuel Macron. En fait, je me demande si le problème entre eux, c'est pas chacun... on a vu, ça a été écrit par les journaux qui énervent tant et les commentateurs qui énervent tant Édouard Philippe. On a vu qu'Emmanuel Macron a pris son téléphone lundi, je crois, pour expliquer à quelques journalistes triés sur le volet que lui aurait voulu un délai entre le discours d'Édouard Philippe sur le déconfinement et le vote, mais que c'est son Premier ministre qui s'y refusait. Peut-être que c'est ça qui a énervé Édouard Philippe, mais il devrait le dire à Emmanuel Macron directement. Ça a été démenti, hein, Judith. Vous les connaissez, vous les journalistes qui ont reçu des coups de fil? J'en connais. Ah non, mais bon, c'est plus facile de certainement pas donner des informations. Non. Oui, alors Xavier Iacovelli sur cette petite phrase sur les commentateurs. Le Yaka Faucon, si vous voulez, on en entend depuis. Alors c'était déjà une mode avant le confinement, mais c'est vrai que depuis là, c'est le Yaka Faucon. Tout le monde sait mieux que les autres, et effectivement, les journalistes sont aussi là pour informer et pas forcément pour faire peut-être ce que vous faites aujourd'hui, Judith. Moi, je sais pas, je connais pas les journalistes, je connais pas les noms des journalistes qui ont été contactés par ça a été démenti par l'Élysée, et je pense que c'est un des sujets de nos débats aujourd'hui. On aura l'occasion d'en reparler, mais je ne pense pas effectivement que les journalistes ont été contactés par Emmanuel Macron pour dire que lui était favorable. Et puis juste, accessoirement, c'est juste de la 5e République, c'est notre Constitution. En l'occurrence, c'est le chef du gouvernement qui est responsable devant le Parlement, et c'est lui effectivement qui décide et pas le président de la République. Bertrand Soubelet. Oui, écoutez, moi, très honnêtement, je suis toujours surpris par ces petits mots, ces petits commentaires un peu polémiques du Premier ministre et du président de la République. Au moment où nous sommes en pleine crise, où tout le monde appelle à l'union nationale, je pense très honnêtement qu'il y a autre chose à faire que ces petites polémiques, ces petits commentaires. Ça fait peut-être plaisir pendant quelques secondes, mais ça fait du dégât. Et je pense que c'est l'expression même de la vieille politique dont les Français ne veulent plus et dont notre pays veut sortir. C'est juste ça. Et on en a la démonstration encore tous les jours, avec les efforts de communication, de parole, et qui ne sont jamais suivis d'action. Donc, si vous voulez, je suis navré de voir dans quel état notre politique est encore aujourd'hui dans notre pays. Il est temps que ça change.
Un mot, Régis, et puis on va passer juste au plan du gouvernement. Pour faire une observation, il n'a pourtant pas à se plaindre, Monsieur Philippe, de ce qui se passe dans les médias d'information. Il n'a pas tellement à se plaindre. Je prendrai juste un exemple. Est-ce qu'il pensait à la séquence qu'on a eue après le précédent discours de Monsieur Macron sur BFM, où vous avez eu 4 animateurs sur le plateau qui se sont répandus en flagornerie extraordinaire? Est-ce qu'il pense à Manuel Valls, qui passe son temps à flatter, tout excité à l'idée de peut-être rentrer dans un pseudo-gouvernement d'union nationale? Moi, je trouve ça assez extraordinaire. Ils ont globalement des médias qui leur sont très favorables. Régis, ne soyez pas naïf. Il pense évidemment aux sondages qui lui sont défavorables, qui montrent que les Français ne font pas confiance à l'exécutif dans sa gestion de la crise et même sont très critiques. Il y en a encore eu un ce matin à Harris Interactive LCI qui montre que Édouard Philippe n'a pas convaincu et où 66% des Français trouvent que depuis le début, l'exécutif gère mal la crise. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On accuse les médias. C'est aussi banal que classique. C'est vrai. On va marquer une petite pause et vous allez me dire ce que vous avez pensé de l'intervention, de ce plan de déconfinement prudent du président de la décidément, du Premier ministre. Je veux le voir en président, ça doit être ça. Du Premier ministre hier, un plan trop prudent pour les uns, un plan qui est plutôt raisonnable pour les autres. 0826 300 300, à tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, avec Xavier Iacovelli, sénateur La République En Marche des Hauts-de-Seine, secrétaire national de Territoire de Progrès, Bertrand Soublet, ancien général de gendarmerie, vice-président d'Objectif France, Régis de Castelnau, avocat, votre blog c'est Vue du droit, et Judith Weintraub, grand reporter au Figaro Magazine. Je précise, Bertrand Soublet, qu'on peut lire une tribune que vous signez dans le Figaro Vox aujourd'hui. Commençons avec vous, puisque vous ne semblez pas avoir été convaincu par l'intervention hier, par le plan proposé par le Premier ministre. Ouais, c'est-à-dire que moi, je ne sais pas ce que vous avez entendu vous, mais moi, j'ai pas entendu de plan. Parce qu'un plan, c'est quelque chose qui est organisé et qui est clair. Là, je n'ai pas entendu de plan très clair. J'ai entendu un Premier ministre qui donnait un nouveau rendez-vous qui était début juin. Je l'ai entendu dire qu'on pourrait sortir bientôt sans avoir d'attestation. Mais en dehors de cela, c'était tout à fait flou, notamment pour les établissements scolaires, notamment pour les déplacements des gens à travers les régions de France. Tout ça n'était pas clair. Et puis en plus, il a dit très clairement que si d'aventure les chiffres remontaient, tout serait remis en question. Donc en fait, il n'y a pas de plan. Mais ceci dit, je ne jette pas la pierre parce que c'est très compliqué d'avoir un plan arrêté au moment où le virus continue de progresser. Et même si c'est un peu favorable en ce moment, il faut être extrêmement prudent. Il l'a été. Mais il est toujours très prudent. Et ce gouvernement est décidément beaucoup trop prudent parce que quand il faut prendre des décisions sérieuses, comme c'était le cas au mois de janvier et de février, elles n'ont pas été prises. Donc maintenant, c'est un peu tard pour établir un plan un peu sérieux. Mais que pouvait-il faire d'autre, Xavier Iacovelli? Il mourut, comme on dit dans les Curiaces. Non, mais c'est cette date du 11 mai qui a été décidée, annoncée par le président de la République, et il a fallu s'organiser autour de cette date, alors qu'il y avait encore beaucoup d'inconnus. Xavier Iacovelli, vous y étiez, vous, à l'Assemblée hier? Non, il est sénateur. Non, vous êtes sénateur, pardon, excusez-moi, j'ai dit une bêtise, pardon. On vous entend pas. On vous entend pas, non, Judith. Non, je serai au Sénat tout à l'heure. Mais... Oui, juste effectivement, la prudence, à la rigueur, c'est normal. Enfin, je veux dire, s'il n'avait pas été prudent et si il avait déjà annoncé un plan sans problème, alors qu'on a encore environ 400 morts. Ah, on a un problème par jour. Excusez-moi, mais soyons un peu cohérents. Vous m'entendez? Oui. D'accord. Juste, voilà, donc moi, il faut juste qu'on se rende compte quand même que le virus continue à tuer en France tous les jours et partout dans le monde, et que effectivement, l'objectif, c'était le 11 mai, avec un objectif de déconfinement progressif, c'est ce que le président de la République avait annoncé. Après, à charge au Premier ministre de le mettre en œuvre et en action. Et en l'occurrence, c'est ce qu'il a dit en transparence. Il a dit, si les chiffres ne sont pas bons d'ici le 7 mai,
eh ben, le déconfinement serait retardé. Et il a raison. On ne va pas déconfiner s'il y a un relâchement. On le sent qu'il y a un relâchement aujourd'hui. On sent que moi, excusez-moi, je vais effectivement quasiment une fois sur deux, un jour sur deux au Sénat, je vois les gens dans la rue. Les gens ont clairement relâché le confinement. Donc, si aujourd'hui, il y a une montée des hospitalisations, des personnes en réa et des décès, effectivement, le gouvernement prendra ses responsabilités et ne déconfinera pas ou déconfinera partiellement dans les départements où il y a moins de risques. C'est ce qu'il a annoncé. Et je pense que c'est plutôt prudent et plutôt transparent. Il y a façon de le dire. Je trouve que les Français ont quand même été globalement extrêmement civiques et extrêmement responsables. Et leur parler comme à des enfants en disant attention, si vous n'êtes pas sage, vous ne serez pas déconfinés. Bon, il y a peut-être d'autres façons de leur parler. Sinon, moi, écoutez, si je n'ai pas du tout le droit d'exprimer la moindre critique. En quoi est-ce qu'il a pris les Français pour des enfants en leur disant si les chiffres ne sont pas bons, on sera obligé de maintenir le confinement? C'est prendre les gens pour des enfants? Oui. Je ne pense pas. Oui. Son ton était celui-là. C'est d'expliquer la réalité. C'est d'expliquer la réalité. Non. Je veux simplement dire qu'il y a d'autres données qui vont conditionner le déconfinement. Par exemple, la disponibilité des masques. Par exemple, la disponibilité des tests. Et ces données-là, les Français n'y sont pour rien. Ce ne sera pas leur faute si on manque de masques. Ce pas les tests qui vont empêcher la contamination. Arrêtez de m'interrompre, je voulais dire du bien. Je trouve très positif le côté progressif de la démarche indiquée par Édouard Philippe, et puis la différenciation qu'il fait en choisissant par département, qui était au passage encore énervé Xavier Iacovelli, la suggestion des Républicains d'ailleurs de choisir le département qui leur paraissait être l'échelle pertinente. C'est évidemment beaucoup mieux, et en plus c'est assez courageux parce que le français est égalitariste et déteste ne pas être traité comme celui du département voisin. Il a pris ce risque-là et je trouve ça très bien. Ce que je retrouve moins bien, en revanche, c'est le flou et la faisabilité des mesures. Ce plan ne vaudra que par son exécution. Dans les transports, ça me paraît très très compliqué. Je prends un seul exemple. On demande aux gens d'observer des distances dans les transports, d'être moins nombreux dans les transports. Pourtant, les transports ne fonctionneront qu'à 70% dans un premier temps, à 100%, je parle de l'Île-de-France, dans un horizon incertain. Est-ce que le gouvernement a mis en place des systèmes de garderie pour que les salariés de la RATP puissent reprendre le boulot? D'après leurs syndicats, non, pas encore, et il n'en est pas question. Moi, Valérie, je vais pas faire une critique du plan ou de l'absence de plan, etc. Je pense qu'on est confronté à une réalité que le pays n'avait jamais connue, que la planète n'avait jamais connue. Faut pas oublier ça. Hein. Donc, le vrai problème, c'est que la France, et on n'est pas les seuls, même si nous avons un des taux de mortalité les plus élevés du monde. Hein. On est numéro 3 ou 4 parce qu'on n'a pas pris en compte les morts à la maison. Bien. Donc, mais il y a des pays qui en sont pas là. Hein. Il y a la Corée du Sud, le Vietnam, 0. Hein. Il y a d'autres pays où, et la Chine aussi, quoi qu'on passe son temps à mettre en cause ces taux qui sont équivalents à ceux des autres pays d'Asie. Le problème, c'est que l'Europe, je vais m'en tenir là, n'a pas vu arriver le problème et ces systèmes n'ont pas été en capacité de traiter convenablement cette pandémie. Moi, au début, j'étais parfaitement partisan du confinement parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. J'ai changé d'avis. Parce que je pense que c'était pas la bonne stratégie. Quand on voit ce qui s'est passé en Corée, il y avait peut-être moyen de faire autrement. Mais ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'on court derrière l'événement. Il y en a deux qui se profilent là et qui font qu'on est dans le flou le plus total. Le premier, c'est qu'on assiste, et vous avez raison, monsieur le sénateur, à un déconfinement sauvage. Les gens en ont marre, ils sont en prison depuis presque 2 mois, et on sent bien que la digue a sauté. Et je rends hommage au peuple français qui a été Pardon de vous interrompre, extraordinaire. Régis. Quand vous êtes en prison, vous en avez marre aussi et vous ne pouvez pas sortir. Je veux dire, on en a marre, c'est pas un argument mais ça, c'est très pour bien. déconfiner. Vous avez 60 millions de Français. Vous avez 60 millions de Français qui n'ont fait aucune des erreurs qui sont attribuables au gouvernement. On leur a dit, vous montez au front pour les soignants.
Hein. Vous allez dans les supermarchés, etc. Je rappelle, et d'ailleurs à ce sujet, que la première caissière morte s'appelait Aïcha, et le premier médecin mort était un immigré d'origine malgache de 68 ans. Ils sont montés. Et certains ont perdu la vie. Vous avez ensuite les gens, les entraides dont on parle. Et moi, je suis très fier du peuple français. Mais on lui dit, vous savez, Valérie, c'est facile de dire, quand on est en prison, on vous empêche de sortir. Moi, je sais ce que c'est que la prison. J'y étais des centaines de fois. C'est terrible. Et actuellement, j'ai la chance, moi, personnellement, d'avoir la place qu'il me faut, mais je peux vous dire que mes enfants, dans des 70 mètres carrés à 4, avec des petits, c'est pas évident. C'est de la prison. C'est tout. Et encore 70 mètres carrés, c'est bien. Et encore 70 mètres carrés, c'est grand. Oui, pour oui, oui. certains, Non, mais je prends les. Après, absolument. Alors, donc, ce que je veux dire, c'est que il y a une forme de déconfinement sauvage qui est en cours, et le reconfinement, personnellement, je pense qu'il sera impossible à mettre en œuvre. La deuxième raison du caractère flou de ce plan, c'est que pour pouvoir mettre en place une stratégie post-confinement, Judith l'a dit, il faut des masques et des tests. C'est-à-dire, on teste massivement, on isole et on met en quarantaine les porteurs, et tout le monde porte des masques. Donc voilà, sinon... c'est exactement ce qui a été annoncé. Oui, sauf qu'on n'a pas les moyens de le faire. Vous allez voir. Attendez, on demande aux couturières de venir. Moi, dans le village où je suis, elles viennent avec leur machine à coups de Singer, etc. Exactement ce que vous proposez, c'est exactement ce que le Premier ministre a annoncé. Il faut faire des masques, et combien font de tests les Allemands? Mais non, mais vous savez très bien que c'est 700 000 par semaine. On n'a pas les tests. Les Allemands ont fait 500 000 par semaine. Vous refusez de voir la catastrophe de l'incurie. C'est tout. Pour les commandes de masques, seul le juge pénal pourra nous apporter la vérité. Mais je souhaite qu'il le fasse. Et les tests, c'est pareil. Écoutez, maître, moi, je ne suis pas juge et je ne juge pas ce qui s'est passé avant. Mais attendez, vous trouvez-vous normal? Je termine. Trouvez-vous normal, monsieur le sénateur, trouvez-vous normal que il y aura pas tous en même temps. Laissez-moi finir. Là, c'était mon tour. Trouvez-vous normal? Trouvez-vous normal qu'il ait fallu 1 mois et demi à la Direction générale de la santé, M. Salomon et ses sbires, pour répondre positivement aux propositions qui étaient faites par tous les départements de mettre les laboratoires vétérinaires à la fabrication des tests 1 mois et demi avant qu'ils aient la réponse. Moi, je suis saisi tous les jours de ces réclamations, de ces trucs, on me demande mon avis. Non, je suis désolé, c'est impardonnable. Et aujourd'hui, on n'a pas les masques qui le permettront. C'est pour ça, c'est incroyable. Vous allez au Maroc, vous avez des masques partout. Et nous, on demande aux gens, maintenant, en plus de faire leur masque. C'est une honte sans nom pour l'État, voyons. Mais Régis de Castelnau, donc il y a plusieurs choses dans ce que vous dites, mais à la fois vous dites on doit faire nos masques, etc. Et vous dites il faut qu'on sorte, il faut qu'on déconfine. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai dit aujourd'hui le coût humain qu'il va y avoir. Parce que pour la santé publique, ça va être joli derrière. Les maladies, les dépressions, les suicides, le chômage massif, un pays qui va être en totale récession, ça va être formidable. Les conséquences. Régis, vous avez dit, je pense maintenant que le confinement était une erreur, mais on n'avait pas de masque. Non, mais bien sûr. Mais il était une erreur sur le papier, Judith. Ah oui, d'accord. On ne pouvait pas en prendre une autre. On ne pouvait pas en prendre une autre. Et je ne reproche pas de l'avoir fait. En fonction de la situation, il n'y avait pas d'autre solution. Attendez, tout le monde l'a fait en Occident. Bertrand Soublet, en Europe, etc. Bertrand Soublet, le militaire que vous êtes, vous pensez qu'il fallait un plan différent ? Écoutez, moi je suis extrêmement surpris parce que en réalité dans notre pays il y a un certain nombre de choses qui avaient été prévues depuis longtemps, depuis 10-15 ans même. C'est une pandémie générale avait déjà été prévue, elle avait été évoquée dans les 2 livres blancs qui sont parus ces 15 dernières années, et il y a dans le tiroir d'un organisme qui s'appelle le Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, le SGDSN, un plan pandémie sur lequel tout le monde a travaillé pendant des années, et qui dit et qui explique ce que chacun doit faire au moment où il y a une pandémie. Il n'a pas été déclenché. Pourquoi ?
Pourquoi ? Moi, je ne comprends pas. Tout est prévu dans ce pays, tout est planifié. Et donc, c'est ma réaction de militaire, puisque je sais que tout est planifié, puisque j'ai participé personnellement à ces planifications quand j'étais aux affaires. Et rien n'a été déclenché. Parce qu'on pense que ça n'arrivera jamais. Non ? Oui, on mais fait des plans. Tout le monde savait que ça allait arriver. Une pandémie et on sait parfaitement que ça va arriver. Eh bien, quand on a un plan dans les tiroirs, on le déclenche. Or là, il n'a pas été déclenché. Donc effectivement, c'est vrai qu'on a démarré avec un gros handicap, c'est qu'on n'avait pas de masque et on n'avait pas de gel hydroalcoolique, alors même qu'on en avait acheté des millions il y a une dizaine d'années. Je le sais parce que j'ai fait procéder à cet achat quand j'étais directeur des opérations de la gendarmerie. Donc je le sais. Donc on les avait, mais c'est marrant, on les a plus. Mais parlons donc les masques qui manquent, les tests qui manquent, parlons de demain, c'est-à-dire ce 11 mai dans lequel beaucoup de Français avaient mis beaucoup d'espoir et qui ont été douchés hier quand même par l'intervention d'Édouard Philippe, qui alors, est-ce qu'il a raison d'être prudent ? C'est encore une fois toute la question qui se pose. C'est est-ce que aujourd'hui, on va reprocher après au gouvernement de ne pas avoir pris suffisamment de précautions en déconfinant trop vite, en autorisant trop de choses à s'ouvrir ? Il a raison si effectivement on n'a toujours pas assez de masques et assez de tests, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Or, pour le moment, on ne sait pas. Moi, j'entends des médecins qui sont pour ne pas dire pire, très dubitatif quand on leur dit qu'on fera 700 000 tests par semaine d'ici peu. Ils n'y croient pas. Mais là, je vois l'AFP qui publie des photos de Milan du métro où il y a au sol des marquages, des ronds où les gens peuvent se mettre, des sièges qui sont condamnés. Il y a des choses qui sont mises en place. Là, on annonce un plan. On annonce des choses, les transports peuvent reprendre avec certaines conditions. Qu'est-ce qui a été prévu ? Ça rejoint la question de Bertrand Soublet, c'est-à-dire il y a des plans qui sont là et qui visiblement ne sont pas appliqués. Je ne sais pas, Xavier Iacovelli, encore une fois, je suis d'accord avec vous sur la complexité de la situation. Moi, je voudrais ajouter une chose au crédit d'Édouard Philippe, c'est que effectivement, la situation que décrit Judith, ils courent derrière l'événement, on maîtrise pas grand-chose. Mais il y a ce déconfinement sauvage qui commence, que le sénateur Iacovelli a souligné. Il y a beaucoup plus de gens dans les rues, etc. C'est incontestable. Mais clairement, il fallait aussi remettre un peu de pression pour que les gens soient raisonnables et qu'il y ait une forme de prudence. Et pas dire, attendez, hop, le 11, c'est comme aux Abbesses, là, dans le 18e, c'est la fête sur Dalida, on va aller danser dans les rues. Non, c'est clair qu'il faut rester extrêmement vigilant, mais gouverner, c'est choisir. Et le problème, c'est ont-ils les moyens de choisir ? Vous avez le choix entre deux catastrophes. Le confinement, en ce qu'il aura de conséquences sanitaires, humaines, économiques terribles, et vous avez de l'autre côté la pandémie, avec son lot quotidien de morts, etc. Et donc, c'est une situation qui est extrêmement complexe à gérer. Et venir dire « j'ai un plan tout fait », le général Soublet a parfaitement raison. Quand il dit c'est un militaire, on a des plans, on a toujours des plans dans les tiroirs, on a travaillé dessus, en cas, voilà ce qui se passe, etc. Mais je rappellerai quand même qu'il y a eu une inconséquence extraordinaire. Vous avez raison, mon général, quand vous dites qu'il y avait des choses qui avaient été faites. Je dis, et je rappelle que M. Salomon, en 2017, il a fait une note pour le président Macron, non, pour le candidat à la présidence Macron, dans laquelle il dit la France n'est pas prête à une pandémie. C'était un truc qui était extrêmement clair. Et je rappelle qu'en 2010, on avait le premier stock de masques du monde qui a disparu. On se demande bien où. Et donc, Monsieur Salomon, il a ensuite été nommé directeur général de la santé. Il avait parfaitement conscience de notre impréparation. Qu'est-ce qu'il a fait depuis ? Rien. Donc, c'est vrai que les carences, on en reparlera, mais là, maintenant, on est obligé de gérer une situation qui a été créée par ces carences, et là, on est obligé de tâtonner. Alors on a deux autres intervenir parce que je suis pas tout à fait d'accord avec vous, maître, sur l'histoire du déconfinement sauvage. Parce que le déconfinement sauvage que vous constatez et que monsieur le sénateur vous avez constaté à Paris n'est pas vécu de la même manière dans le reste du territoire. Pardon, mais la France ne se résume pas à Paris et les choses en province se passent très bien et beaucoup mieux que certains l'imaginent. Donc je pense que c'est important de le dire parce que les Français aussi, ils en ont un peu marre d'être tout le temps à la vitesse de Paris. Il y a des difficultés à Paris, c'est clair, pour les transports, pour plein de choses, mais partout en France, il y a beaucoup de choses qui se passent très bien et il me paraissait important de le dire.
Allez, on se retrouve dans un tout petit instant, 0826 300 300. On aura 2 auditrices qui souhaitent réagir. Tout de suite. Avec vous jusqu'à midi, vous retrouverez ensuite André Berkoff, 2 auditrices avec nous. Marie, déjà. Bonjour Marie. Bonjour Valérie, bonjour à tous les intervenants. Désolée, j'ai pas retenu les noms. Alors, mais bonjour et prenez soin de vous. Voilà, mon coup de gueule, c'est pour les transports, Valérie, parce que voilà, j'ai la chance, j'estime qu'aujourd'hui c'est une chance. J'ai une petite entreprise de nettoyage, mes petites fées du logis ont travaillé tout le temps, mais la grande hantise, c'est les transports. En plus, j'ai quelqu'un qui travaille à la RATP et qui travaille chez moi l'après-midi, qui me dit que c'est faux ce qu'on nous raconte. D'abord, les RATP ne désinfectent rien depuis le début, mais quand je dis rien, et vous pouvez, je veux dire, quiconque peut se retourner contre moi si je dis quelque chose de faux, je l'affirme haut et fort, parce que ce monsieur, il est prêt à témoigner aussi, on leur donne rien pour désinfecter les rames, on leur donne rien pour se protéger eux-mêmes, on a juste protégé un petit peu les agents qui conduisent les métros et encore, mais certainement pas les gens qui font le ménage aussi dans les rames. Donc je peux vous dire que là c'est un massacre qu'on va faire parce que les gens de plus en plus reprennent le travail. Moi j'ai des filles qui me racontent que avant 8h le matin ça allait à peu près. Maintenant il y a des gens qui commencent leur travail à 7h et elles se retrouvent avec des rames pleines. Les gens ne respectent pas parce que ils peuvent pas, ou ils ne savent pas, ou ils ne veulent pas. Et Valérie, c'est tout simplement une aberration. Les transports, je sais pas qui gère les transports à Paris, mais je vais vous dire, voilà. Et quand la maire de Paris aussi, deuxième coup de gueule, nous dit que les rues de Paris sont propres, c'est faux. Le 18e, c'est une catastrophe. Bientôt, on va être mangé par les rats et personne ne bouge. Personne. On a beau écrire au maire, aux députés, à Bornazel, à machin, personne ne bouge. Donc ça va pas du tout, là. Là, il y a un décrochage, mais monumental, Valérie, monumental. Et vous savez, nous, les petits entrepreneurs. Oui. Ouais. Non, je me souviens que vous nous aviez appelé effectivement pour nous parler de votre entreprise et de vos dames qui font du ménage et qui étaient. Mais écoutez, mais moi je les salue, mais moi j'ai Valérie, j'ai presque honte de les faire venir travailler. On nettoie, on fait du nettoyage immeuble. J'ai presque honte parce que nous on a pris toutes les précautions pour pas toucher les boutons, comment faire tout. On essaye de leur donner dès qu'on a des informations, de leur dire comment faire. On leur donne des désinfectants. Je me suis battue. Une mercerie à côté du 18e nous a fait des masques. On s'en fout, on peut faire les masques, on peut gérer, on peut les acheter. Ouais. Mais s'il vous plaît, la propreté et les transports, vous dites. Les transports, mais qu'est-ce qui est les transports. D'accord. Donc vous êtes en train de nous dire qu'il n'y a pas de... À Madrid, il y a du gel. Quand vous rentrez dans le métro, il y a des bonbonnes de gel. Et vous pouvez vous mettre du désinfectant dans les mains et vous pouvez vous le mettre à la sortie du métro. Du gel. Et arrêtez de mettre des PV, mais mettez du gel. Du gel. Bon sang, on vous entend, on vous entend. C'est mon coup de gueule. Non, mais vous avez... Non, mais c'est... Donc vous êtes en train de dire que vous avez un salarié chez vous, quelqu'un qui travaille à la fois à la RATP pour vous, voilà, et qui vous dit il y a pas de nettoyage du tout. Bah écoutez, on interpelle. Exactement. Vous me protégez mieux que voilà. Eh ben, écoutez, on interpelle la RATP s'ils veulent nous appeler. On va même essayer de les appeler pour savoir comment ça se passe, ce qui a été prévu. Mais c'est un témoignage intéressant. Réaction oui, apparemment, les uns les autres. À Lyon, ça fonctionne beaucoup mieux. J'ai vu un reportage ce matin dans le je dis pas de bêtises, il y avait un métro à Lyon. C'est un doute tout d'un coup. Est-ce que c'était Lyon ? Oui, c'est ça. Il y a des machines dans lesquelles vous mettez les mains et qui vous désinfectent en quelques secondes. Les distributeurs ne distribuent plus de friandises, mais des kits avec masque et gel hydroalcoolique pour 3,50 €. Donc il y a quand même des choses qui se font. Oui, absolument. Ailleurs qu'à Paris. Oui, bah on verra ce qu'elle dit, Général Soublet. Oui, mais vous savez, c'est toujours dans des situations de cette nature et dans des dispositions qui sont prises et qui ont été annoncées par le Premier ministre. Toute la difficulté, c'est dans l'exécution. Comment vont être exécutées toutes les mesures qui ont été et pourront-elles l'être exécutées ? C'est ça la grande difficulté. Et dans les transports, ça va être un vrai casse-tête. Je ne sais pas comment ça va se faire. Dans les transports et puis les 100 km, beaucoup de gens se posent la question de savoir pourquoi 100 km, pas 50, pourquoi pas 150, comment est-ce qu'on va contrôler ça ? Il y a cette histoire aussi de brigades qui vont contrôler, qui vont pouvoir tester comment ça va être mis en place. Vous avez raison, il y a les annonces et puis après il va y avoir la mise en place. Un mot sur les transports, Xavier Iacovelli ?
Non, juste pour répondre à ce que vous dites, la Valérie, effectivement, le processus, il y a eu des annonces, effectivement, hier à l'Assemblée nationale. À partir d'aujourd'hui, il y a des consultations auprès à la fois des partis politiques, mais aussi des experts, des associations d'élus, notamment l'ADF, AMF, ARF, donc Association des maires de France, des régions et des départements. Et on aura le vote définitif, d'abord au Sénat, le 4 mai. Donc en fait, on a encore ce laps de temps d'une semaine, effectivement, pour finaliser toutes les annonces gouvernementales sur le plan de déconfinement. Bien sûr qu'il est perfectible, bien sûr qu'il va encore évoluer, parce que la réalité, c'est que moi, je veux bien qu'on ait encore des plans écrits, machin chouette, pour préparer les pandémies, sauf que personne n'a anticipé vraiment ce que nous vivons actuellement. Et donc, aussi bien sur l'approvisionnement de masques, et je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de couac, et je sais très bien qu'il y a eu un vrai problème. On a multiplié par 5 notre production. Le problème aussi, c'est qu'on est dépendant des pays étrangers. Et donc, c'est toute la question de la relocalisation aussi de notre production au niveau des stocks stratégiques. Il y aura, ça c'est des arguments qu'il faudra de toute façon se poser comme question à partir de l'après-crise. Mais effectivement, on ne peut pas être dépendant des pays étrangers, alors que même ces pays étrangers ont vécu les mêmes situations que nous. Et donc, il y a eu quand même, pardon Xavier Iacovelli, des problèmes de coordination, des problèmes de rapidité dans les commandes. Encore une fois, moi j'ai autour de moi beaucoup d'exemples d'entreprises qui ont proposé, je le répète, pratiquement tous les jours, des masques le 18 mars à Monsieur Salomon qui n'a pas répondu. 30 millions de masques. Sophie de Menton nous expliquait lundi qu'elle a une entreprise qui ça fait 3 jours qu'ils attendent que les douanes débloquent les cargaisons de masques. Donc il y a eu quand même, vous pouvez dire les problèmes d'approvisionnement, il y a eu des sociétés qui ont proposé leurs services à l'État et il n'y a pas eu de réponse à ça. Et sur les tests, c'est pareil, il va y avoir des choses qui vont poser question sur des entreprises qui ont mis en place des tests qui n'ont pas été validés ou des gens qui attendent depuis il y a des tests qui ne sont pas fiables. Il y a des tests qui ne sont pas fiables. Là aujourd'hui, il y a des tests sérologiques qui ont été validés. Aujourd'hui, à partir du déconfinement, on aura 700 000 tests sérologiques par semaine. Donc, on voit ça devrait être par jour. Oui, enfin d'accord, mais vous comparez tout à l'heure avec l'Allemagne. L'Allemagne, c'était 500 000 par semaine. Nous, on va être à 700. Non, c'est pas vrai du tout, ça. Hein, c'était 500 000 par jour. Hein, et nous, on était à 200 000 en possibilité. Non. Bon. On a encore eu, pardon de vous interrompre, Lydie qui attendait depuis un petit moment. Alors c'est vous, Lydia, pardon, des questions sur l'école justement. Alors l'école, c'est un vaste sujet aussi. Oui, bonjour Lydia, Sud Radio, bonjour à toutes les... Bonjour et pardon parce que j'ai pas pu suivre l'intégralité de votre émission. Mais oui, voilà, moi mon coup de gueule, mes impressions sur le Premier ministre hier, c'est sincèrement comme d'habitude quoi, hein, du flou et puis de la répression et puis voilà. Hein. Toujours est-il que au moment où il parle, à ce moment-là, il y a le Parisien qui sort un article comme quoi il y a un nouveau virus ou un dérivé du coronavirus qui touche nos petits, nos gamins. D'accord ? Et on dit on va ouvrir les écoles. Moi, ça me fait hurler. Envoyez vos enfants à l'école. Ils attrapent un truc qui attaque les coronaires, qui attaque les vaisseaux. Hein, et on va envoyer nos gamins à l'école. Mais qu'est-ce qu'ils font, ce gouvernement ? Ils nous préparent un génocide ou quoi ? C'est pas possible. Déjà je suis auxiliaire de vie, moi. Hein. Heureusement, moi, dans ma société, ils ont été sérieux et on a eu des masques et des gants, etc. Hein. Mais moi, ils m'ont arrêté pendant un mois, et ils m'ont fait reprendre le boulot pour des raisons. Ils m'ont arrêté pour des raisons que j'ignore, et ils m'ont fait reprendre le boulot pour des raisons que j'ignore aussi, parce qu'on est exactement dans la même situation qu'au départ. Voilà, on va remettre tout le monde dehors, et vos enfants, vous allez en faire quoi ? Moi, ma fille, elle a 20 ans, par chance, j'ai plus de petits-enfants à l'école. Mais moi, toute ma famille, je vous garantis, j'ai des neveux, j'ai des nièces. Hein. Toute ma famille est prévenue. Il n'y en a aucun, écoutez-moi, aucun qui vont mettre leurs petits à l'école dans ces conditions. Comment ? Ils tuent pas le machin, mais qu'est-ce qu'on en sait qu'ils tuent pas ? Ça devait être une grippette, le coronavirus. Comment voulez-vous qu'on ait confiance aujourd'hui en ce gouvernement ? Vous pouvez faire tous les blablas, ils peuvent faire tous les blablas qu'ils veulent. Aujourd'hui, les Français n'ont plus confiance. Ils sont terrorisés, ils ont peur, ils sont en colère. Et ils sont quand même courageux parce qu'ils vont quand même au boulot malgré tout. Ils vont quand même au boulot. Moi, j'y suis aujourd'hui. Moi, je fais le ménage chez les gens. Mais c'est qui votre employeur ? C'est l'ADMR. C'est l'ADMR. C'est l'ADMR. Et donc, on vous a dit vous arrêtez, puis maintenant, on vous dit vous recommencez. Le département a arrêté toutes les personnes de catégorie A. D'accord. Tout ce qui était aide à domicile, et on les fait, si vous voulez, au moment du confinement, toutes les auxiliaires de vie sur le terrain.
Les auxiliaires de vie se sont donc tapés non seulement leur boulot d'auxiliaire de vie, plus le nôtre. Et on nous a remis, à peine avait-il, le président, là, à peine avait-il dit sa phrase, que le lundi qui a suivi, on me disait, Lydia, c'est bon, vous allez pouvoir reprendre. Voilà, exactement. Alors j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, je reprends le boulot. Mais là, merci beaucoup. De nous faire un truc. Ne mettez pas vos enfants à l'école. Ne mettez pas vos petits à l'école. Merci beaucoup Lydia de votre témoignage. Merci à tous les quatre. On aurait bien continué à discuter, à débattre, mais on aura l'occasion évidemment de continuer. André Berkoff est là également pour continuer. Allez, très bonne journée sur Sud Radio. Merci à tous les quatre et on se retrouve nous demain pour d'autres infos. À demain.